La mort de C et le Puritain passionné reparaissent après 25 ans. Le premier texte est intimement lié à votre entrée en littérature par l'intermédiaire de Christopher. Dans quel esprit fut rédigé ce texte ? Eh bien, d'abord, il y eut le nécrophile, conçu comme présent pour Christopher. La dédicace de la première édition à C, Tchi, qui tombera dans la mort comme Narcisse dans son image, et puis celle de la seconde, à Tchi, tombé dans la mort comme Narcisse dans son image. Quant à la mort de Tchi, l'écrire, ça a été pour moi comme une catharsis, un soulagement peut-être à mon deuil. Mais je ne me suis sentie capable de l'écrire que 14 mois après le drame et après être moi-même allée en Inde sur les traces de Tché et aussi d'ailleurs sur celles du tigre. Alors, j'aurais aimé parler avec vous de la construction du texte, qui est un subtil système de répétition et d'avancée concentrique. Une même scène se rejoue perpétuellement et évolue comme par tâtonnement, déplaçant subrepticement certains éléments qui se recomposent. Pourquoi avoir choisi ce schéma pour le livre La mort de C ? Eh bien, le système répétitif et ses variantes veulent exprimer la fluidité de tout événement, la valeur très relative qu'ils occupent dans un développement temporel. On voit surgir une figure, celle de Christopher, hantée par le jeu, la comédie, et on ne peut s'empêcher de vous voir, vous, en écrivain dramaturge, mettant en scène les différentes morts de C. Quel rapport entretenez-vous avec le théâtre ? Ce n'était pas... C'est hanté par le jeu, ou du moins le jeu théâtral peut-être, mais surtout pas le jeu comme on le conçoit au point de vue ludique. Malgré qu'il y eut oui, il y avait quand même quelque chose de ludique en lui, mais c'est comme chaque Anglais qu'il était passionné pour le théâtre. Il avait le sens de la mise en scène, comme par exemple lorsqu'il cachait dans sa manche, dans la manche d'Œdipe plutôt, un œil de mouton qu'il jetait dans la salle lors de la scène de l'aveuglement. Personnellement, j'aime mimer des scènes de la commedia dell'arte devant la glace. J'aime imiter les voix. Je viens d'écrire un drame, mais ne sais pas encore ce qu'il vaut. On verra. L'imaginaire, qui s'essaie à transcrire les morts de C, semble buter sur leur profusion infinie, comme l'esprit qui tournoie devant la mort en soi inimaginable. Est-il possible de dire la mort autrement que par ce constat clinique, ce regard froid porté sur une décomposition charnelle qui clôt la mort de C ? Mais ce tournoiement que vous attribuez à l'imaginaire exprime peut-être le mouvement des molécules et l'impossibilité aussi d'une notion définitive de la mort en tant que phénomène absolu. Le Puritain passionné, qui est le texte qui accompagne la mort de C dans l'ouvrage qui reparaît chez Vertical, est de toute autre facture. La narration en est plus classique et votre main presque absente. Toutefois, la mort y a encore sa place. La mort est un thème majeur à vos yeux. Oui, la mort est un thème majeur dans tout ce que j'écris. C'est la seule chose qui soit aussi importante et aussi présente que la vie. Un phénomène qui nous concerne tous naturellement et dont en aucun cas il ne faut refouler la pensée. C'est aussi un grand mystère. Mais même si nous ne savons pas ce qu'elle est, nous pouvons quand même concevoir à peu près ce qu'elle n'est pas. Comme ceux qui pensent beaucoup à la mort, je suis d'ailleurs extrêmement gai. Le personnage de Denis
qui est le personnage principal du puritain passionné, a un rapport étroit avec la religiosité, ce qui est un cas rare dans votre œuvre. Même si le blasphème y est figuré sous le personnage de Blanche, ce sont deux personnages qui sont en opposition avec l'Église, beaucoup plus qu'en rupture. C'est l'occasion de rappeler combien votre œuvre n'a rien à voir avec toute idée de transcendance. Avec la figure de Denis, j'ai voulu montrer les chimériques douleurs auxquelles expose toute religion. Sans penchant métaphysique, je vis comme un animal heureux. Et ce n'est certes pas avec cet aspect de ma biographie que je pourrais faire de bonne littérature. Oh non. En somme, Denis est la victime d'un milieu et d'une éducation. Quant au tigre, il me fascine indiciblement par ses valeurs mythologiques et érotiques. Éloigné de toute foi, étrangère à toute religion, j'aime néanmoins les images symboliques, les mythologies attachées aux forces naturelles, aux forces cosmiques, celles de la matière et celles de notre obscure âme périssable. Le tigre est mon totem, mon fétiche. Je suis ivre de sa beauté et de sa sauvagerie. Mais le tigre est aussi image du sphinx. Or, l'énigme n'est pas dans sa question, mais dans la réponse d'Œdipe. Denis, le personnage du puritain passionné, est en fait un passionné des tigres et il passe de longs moments devant la cage du tigre du zoo qui le fascine. Je pense qu'il serait heureux que vous nous évoquiez les propres rencontres que vous avez pu faire vous-même avec des tigres et comment cet animal peut vous fasciner à ce point. Mais prenons d'abord la figure du tigre avant mes rencontres avec lui, n'est-ce pas? C'est une figure mythologique et mythique à la fois, qui joue un très grand rôle dans la spiritualité asiatique d'ailleurs. C'est le tigre, c'est l'image et le symbole de toute pureté et de l'absolu, la pureté en ce sens. Non pas seulement physique et hygiénique, naturellement pas, mais le sens de l'absolu. Mais c'est un absolu qui est à la fois destructeur, comme tous les mythes, comme toutes les figures mythiques fondamentales, comme par exemple la figure féminine, la figure de la mère, ou qu'il s'agisse de Marie-Antoinette, dans une transcription tout à fait particulière et tout à fait arbitraire que j'en ai faite. Mais la figure de la mère, par exemple, elle est à la fois destructrice et génératrice. Le tigre est générateur de pulsions, il est générateur d'images, il est puissant. Et en même temps, il est féminin, il est lunaire, il est aquatique d'ailleurs, c'est un magnifique nageur, n'est-ce pas? Et c'est une figure inépuisable. Et il y a eu naturellement mes rencontres avec le tigre, il y en a eu 3, et qui ont été très différentes les unes des autres. Rien de comparable entre la mort de C et celle de Denis, d'une sombre ironie. Je ne voudrais pas ici la dévoiler, mais elle clôt le puritain passionné de façon magistrale, cette mort. Pourquoi avoir rapproché ces deux textes, la mort de C et le puritain passionné, dans l'édition de 1975 ? Je ne sais pas pourquoi, ni comment la mort de C et le puritain passionné ont été rassemblés dans le même livre. Je crois simplement un hasard d'énergie créatrice. Après la mort de C, dont l'écriture fut pour moi une nécessité, mes rencontres avec le tigre exigeaient-elles aussi l'écriture? Toujours pour parler du puritain passionné, pour rester sur ce texte, moi j'aime beaucoup le pendant que le puritain passionné peut faire à la mort de C, parce qu'il y a dans la mort de C l'évocation de cette mort physique dont nous parlions. Vous ne voilez pas le regard devant la destruction du corps de Christopher, tel que vous la décrivez presque cliniquement, en suivant étape par étape le processus, alors que la mort de Denis
qu'on attend finalement tout le texte également, qui est lui aussi poussé vers la mort par sa recherche du tigre, vous la coupez avec une brutalité extrême. Est-ce que c'est parce que le personnage de Denis, par sa religiosité, par tout ce qu'il essaie de mettre en place de mystique, vous paraît plus grotesque? J'ai placé la mort de Denis sous le signe de l'absurdité, justement en raison de ses espérances ou de ses désillusions, de son attachement d'abord à la religion, puis son détachement de la religion, de tout ce qu'il y avait en lui de chimérique à tous les égards. Et sa mort ne pouvait être qu'absurde. La mort de Christopher, par contre, était en quelque sorte strictement programmée. Sérénissime Assassinat nous emmène dans la Venise du XVIIIe siècle, une ville de miroirs et de labyrinthes qui permet de figurer autrement le schéma déjà présent dans La mort de C, par les ruelles sinueuses de Bombay ou les reflets de La mort de C, événement unique repris plusieurs fois. Le réel vous semble-t-il un rébus à déchiffrer ? Non, Sérénissime Assassinat n'est nul autre rébus à déchiffrer que celui de tout labyrinthe, y compris du labyrinthe qui est en nous, et même en notre chair, où les circonvolutions cervicales ont une forme labyrinthique. Quant au labyrinthe des ruelles de Bombay ou de Venise, on peut certes le parcourir, mais sûrement pas le déchiffrer. Il est l'image de toute énigme. Or, et là nous revenons aux différentes radiographies d'un meurtre, comme je dis dans La mort de C. Mais aussi, pourquoi pas d'ailleurs, comme dans Hemlock, qu'y a-t-il à déchiffrer, puisque la vérité est la partie du discours passé sous silence. Sans compter qu'il y a diverses vérités, comme il y a diverses formes de silence. Votre regard et votre sens de la description, tant des paysages que des personnages, que des atmosphères, vous permettent d'atteindre, moi, ce que je qualifierais d'un travail digne de ce que Gracq peut faire parfois dans certains de ses romans. Enfin, il y a dans votre travail une importance fondamentale accordée à la description. Par le regard dont vous parliez tout à l'heure par rapport aux peintures, mais même toutes vos descriptions laissent entendre beaucoup plus qu'elles ne sont. Mais on ne peut pas penser sans d'abord percevoir, on ne peut pas juger sans une perception sensorielle, et c'est ce que Condillac nous a dit. Je crois d'ailleurs avoir fait une allusion à ce phénomène dans mon bref avant-propos. Déguisé en joueur de bunraku, vous avancez masqué mais présente. C'est un procédé courant dans votre œuvre, même s'il n'est pas toujours aussi explicité que dans Sérénissime Assassinat. Quelle place vous donnez-vous à vous-même dans vos écrits ? Oui, déguisée en joueur de bunraku, je demeure présente. Je suis présente en tout ce que j'écris ou dessine. Pourtant, on sent dans Le Puritain passionné que le texte vous est moins proche, vous êtes un peu plus absent, que vous n'êtes présent dans La mort de C, qui est un texte vibrant de votre présence et de votre main. Oui, la différence réside en ceci, que dans Le Puritain passionné, je suis en quelque sorte dramaturge, je suis metteur en scène, je suis joueur de marionnettes et je suis aussi spectateur. Cependant que dans La mort de C, les choses sont fort différentes, car j'ai été blessé par ce drame. Il y a donc aussi une substance autobiographique qui s'est mêlée à la biographie de C. Émotionnellement. Alors il serait bon de parler de Venise et de l'Italie, de faire une petite digression sur ces deux amours à travers les tableaux de maître que vous employez en toile de fond au personnage de Sérénissime Assassinat. Oui, mon amour du XVIIIe siècle, le plus intelligent de tous les siècles, se manifeste tout particulièrement dans la façon dont j'apprécie sa peinture. Sans cesse, on retrouve dont les maîtres vénitiens de cette époque, dans Sérénissime Assassinat, ainsi que je l'indique dans mon bref avant-propos d'ailleurs.
L'image de la corde prête à rompre est clairement utilisée dans le récit, mais on pourrait l'étendre à beaucoup d'autres textes, et je pense notamment à Hemlock, où elle figure. Il semble que cette tension de la corde naisse souvent des personnages eux-mêmes, que vous poussez à leurs extrémités afin d'en faire jaillir, et là je vous cite, quelque chose d'inattendu bien que préparé depuis toujours. Un petit clin d'œil au texte du nécrophile avec le mois de novembre. Oui, vous avez raison. Tous mes personnages, enfin, ou presque tous, sont le jouet de la fatalité inéluctable, comme dans les tragédies grecques. Les situations extrêmes en lesquelles ils se trouvent offrent de riches possibilités de développement romanesque, sinon même dramatique. Alors que pensez-vous de l'image de passeur qui pourrait vous être appliquée, une espèce de passeur comme Caron pouvait l'être, entraînant d'une rive, celle de la vie, à celle de la mort, les âmes qui partiraient. Vous seriez vous-même ce passeur entraînant vos personnages jusqu'au stade final, jusqu'au but ultime de leur existence, pour revenir bien sûr en attendre d'autres, et ainsi vous les accompagneriez constamment. Oui, en effet, l'image de passeur à laquelle vous faites allusion ne m'est pas encore venue à l'esprit, mais il y a là une idée à creuser. Effectivement, Caron les accompagne et puis il revient et il attend le suivant, n'est-ce pas ? Il y a un certain sadisme là-dedans, mais aussi le sadisme implique de masochisme. Vous avez qualifié Sérénissime Assassinat de roman mystérieux, au même titre, par exemple, que Der Doppelgänger de Schiller. Qu'entendez-vous par là ? Par mystérieux, j'entends un texte qui, hors de toute qualité fantastique, demeure inexplicable jusqu'à la fin rationnelle, mais sans toutefois tomber dans la catégorie du roman policier, n'est-ce pas ? Pas question. À la fin, tout s'explique. Et c'est donc aussi la construction du Doppelgänger de Schiller, c'est-à-dire une œuvre d'un grand classicisme, d'un classicisme absolu, qu'on peut opposer à la figure du Doppelgänger de E.T. Hoffmann, qui, elle, est une figure romantique. Peut-être serait-il utile de préciser ce que signifie le terme Doppelgänger, dont vous avez cité l'œuvre de Schiller et d'Hoffmann, qui reprennent tous les deux ce titre. Oui, cela veut dire le double. Je ne lis pas le russe, mais Dostoïevski a écrit également sur la figure du double. Et c'est une figure infiniment troublante, n'est-ce pas ? Qui est le double, nous ou l'autre ? Figure de double qui vous intéresse d'autant plus que vous êtes vous-même né sous le signe des Gémeaux. Alors, vous citez en exergue, au récit Sérénissime Assassinat, une phrase d'Aline et Valcourt, de Donatien de Sade. Dans quelle mesure Sade influence-t-il ce texte ? Et plus généralement, dans quelle mesure Sade influence-t-il votre œuvre ? Sade influence toute ma pensée et tout ce que j'écris, parce qu'il est, pour moi, le modèle et le parangon de toute liberté d'esprit. Et il ne tombe dans aucune convention, sauf parfois celle du vocabulaire de son époque, n'est-ce pas ? Par exemple, nous avons des phrases conventionnelles comme « le monstre se jette sur l'innocente victime ». Oh oui, bon, mais ça, c'est une petite concession. Sa pensée est toujours autonome, vitale, dynamique et claire. Malgré certaines conventions d'époque, comme je viens de le dire, dont je viens de parler, il est le seul styliste véritable d'un siècle qui fut surtout un siècle de penseurs. Diderot attache quelquefois par de nouvelles constructions. Quant à Rétif, que Sade exécrait violemment, il tombe toujours dans une sorte de délire verbal incontrôlé et fatigant. Mais Donatien nous reste. Et même si malheureusement beaucoup parlent de lui sans avoir lu ses œuvres. Que ce soit à travers Sade, mais même à travers d'autres figures, le XVIIIe siècle, même par la peinture vénitienne, on l'a dit tout à l'heure, est un siècle majeur à vos yeux, tant pour l'esprit que pour le style, puisque c'est là que le grand styliste Sade se trouve. Quel rapport entretenez-vous avec cette époque ?
Eh bien, d'abord, il y a eu un rapport d'éducation, parce que j'ai été éduquée dans l'esprit des Lumières à l'encontre de Blanche. Et naturellement, ça marque beaucoup. Je ne pense pas que l'éducation puisse corriger ce qui est mauvais, mais elle peut développer ce qui n'est pas mauvais. Et puis, quant à la peinture, je suis venue à l'admiration de la peinture du XVIIIe siècle tout naturellement. Il y a une attraction, il y a une flatterie de l'œil, n'est-ce pas? Et cet amour du détail allusif dans la peinture du XVIIIe siècle. Et aimant Venise, naturellement, j'aime la peinture du XVIIIe siècle vénitien. Outre que les œuvres de Pietro Longhi, particulièrement de Pietro Longhi, nous renseignent sur la vie quotidienne, ce que ne fait pas toujours Guardi et ce que ne font pas toujours les autres peintres comme Tiepolo, mais surtout un petit maître comme Longhi montre le côté trivial de la vie et c'est au point de vue historique extrêmement important.